Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine au sommaire, les Soudanaises continuent la révolution sur le tatami. La pratique de sport de combat leur permet de s'émanciper. Toutefois, des associations de défense des droits des femmes déplorent un retour en arrière depuis le coup d'État en 2021. Ces sculptures en textile torsadé s'interrogent sur les notions de mémoire et d'identité. L'artiste plasticien Hyacinthe Ouattara est notre invité. La première usine de recyclage de déchets électroniques au Rwanda, elle donne une seconde vie à des composants tels le cuivre ou le coltan. À terme, 10 000 tonnes de déchets doivent y être traités par an. Les femmes soudanaises restent déterminées à poursuivre leur combat pour plus de liberté dans les rues, mais aussi grâce aux arts martiaux, Jiu-Jitsu, Muay Thai ou encore MMA. Elles s'entraînent au Mukatel Training Center à Khartoum. Notre correspondante Clotilde Hazard les a suivies. Il y a 4 ans, cette scène aurait été impossible. Ces cours d'arts martiaux réservés aux femmes ont ouvert en 2019, juste après la chute d'Omar el-Béchir. Ici, elle s'entraîne sous le regard de Myriam, une des premières femmes coach de Muay Thai au Soudan. Quand le chef de ce centre a créé ce cours, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où les femmes se sentaient en sécurité. L'art martial était réservé aux hommes ici. Et il a décidé qu'il voulait un espace sécurisé et accueillant pour qu'elles puissent s'entraîner avec une femme coach. Les femmes se sentent à l'aise ici pour apprendre à se défendre soi-même. Depuis la Révolution, elles ont pu s'émanciper. Mais aujourd'hui, la junte au pouvoir tente de leur retirer ces libertés avec la mise en place d'une police communautaire et la multiplication d'arrestations sans motif juridique. Pour autant, ces combattantes n'imaginent pas de retour en arrière possible. Les femmes sont devenues plus ouvertes et souhaitent faire ce qu'elles veulent. Il y a un mouvement qui encourage les femmes à faire du sport. Elles se soutiennent entre elles et s'encouragent à sortir et à faire ce qu'elles aiment. Myriam est un espoir de la discipline. En 2021, elle arrive 3e au championnat africain au Caire. Une fierté pour son pays, mais aussi ses parents. Myriam a d'abord caché sa nouvelle passion à sa mère, opposée au sport perçu comme violent. Son père, lui, a tout de suite accepté après 3 décennies d'oppression. Malheureusement, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu séparer les filles des garçons. Avant, on était plus mixte, on était une société ouverte, on pratiquait tous les sports ensemble. Pour les amis de Myriam, la pratique des arts martiaux contribue à changer les mentalités. On sait que la société soudanaise n'est pas ouverte et lutte contre les nouvelles idées. Mais on trouve toujours une façon pour faire passer notre message ou le présenter d'une manière acceptable par la société. Les femmes, très actives dans la révolution, doivent continuer de se battre pour pérenniser ces libertés acquises, encore fragiles. Le vêtement comme identité d'une société, ces œuvres textiles symbolisent à la fois la fragilité de la vie et la force du lien. Elles sont décrites comme un plongeon dans l'humanité. Bonjour Hyacinthe Ouattara. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Afrique Hebdo. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et puis voilà, je dis merci aussi à ma galerie, la 193 Galerie, qui actuellement soutient aussi mon processus de création. Justement, je voulais commencer par ça. La galerie 193 vous donne carte blanche en vous consacrant son premier atelier résidence. Expliquez-nous le concept de cet atelier résidence, justement. Alors, le concept de cet atelier résidence, en fait, consiste à créer un laboratoire dans une galerie, et notamment la 193, en fait, qui m'invite à créer des œuvres sur place. Et dans ce processus de création, le public peut aussi entrer dans cet atelier, banaliser, démystifier et rentrer en interaction avec une œuvre qui se fait sur place, en fait. Donc, démystifier un atelier et le rendre banal, que ce soit un lieu simplement de vie et de passage. C'est ça justement la particularité, que le public a accès à vous pendant que vous créez. Comment ça se passe, cette interaction ? Alors, l'interaction se passe de cette manière. Moi, je suis au fond de la pièce et on tombe sur moi un peu... souvent un peu par hasard, un peu par surprise. Et donc, le public, souvent, se sent gêné en me disant, est-ce qu'on peut entrer? Est-ce que c'est autorisé? J'ai dit, oui, au contraire. Et donc, ça suscite un intérêt. Et puis, il y a un échange qui se met en place. Et on me demande ce que je fais. Je dis, voilà, j'ai fait cette pièce qui s'appelle Empreinte. Elle va être montrée à Marrakech prochainement, à la 154, etc. Donc, je développe... d'art contemporain. Exactement. Donc, c'est vraiment
un lieu de discussion, en fait, finalement, comme un arbre à palabres. Un lieu d'échange. Absolument. Alors, vous travaillez beaucoup avec le tissu ou les tissus et vous choisissez chaque morceau soigneusement. Chacun porte son histoire. Oui, tout à fait. Alors, les choix de mes tissus sont très méticuleux, en fait, parce que je vais vraiment à la rencontre du tissu dans des lieux cachés, en fait. Et c'est vraiment des tissus, des fois, très anciens. Et ça m'arrive d'aller faire des brocantes, d'aller chercher, vraiment fouiller dans des endroits et cachés pour trouver cette charge émotionnelle et dans le vécu de ce tissu-là qui retrace une histoire, qui habite une histoire. Et moi, je ramène ça vers autre chose, vers un ailleurs, vers ce lieu insondable, voilà, créer cette mouvance, finalement, de l'ambivalence et de la complexité de notre monde, hein, que nous sommes, en fait, en tant qu'humains, quoi. C'est votre façon aussi peut-être d'explorer, de mener une réflexion autour de la mémoire et de l'identité ? Absolument. Ben moi, en fait, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui est en quête. Et la quête, c'est un exercice particulier. Quand on est dans une forêt, on est obligé d'écouter le silence. Donc, c'est cet écho de la résonance et ramener le sensible vers l'extérieur, exactement comme le premier jour de naissance d'un enfant qui arrive au monde et qui regarde le monde avec des yeux écarquillés, qui a envie de découvrir ce monde-là et de le rêver. Voilà, donc je suis vraiment dans ce processus-là de quête qui devient une création et puis qui est posée sur un plateau de l'humanité, quoi, justement, qui s'appelle lieu d'exposition. Je crois que vous vous considérez aussi comme un artiste témoin de la société et de son évolution. Ben, je sais, c'est un peu difficile, mais je me considère comme un regardeur, en fait, qui est toujours en retrait. Voilà, donc pour moi, l'art, c'est déjà une manière de vivre, c'est une façon de voir le monde. Et donc, l'artiste maintenant vient par le fait que le public décide de mettre des mots sur ce qui se fait comme proposition. Mais maintenant, moi, je me suis toujours considéré comme un enfant qui déambule, qui se promène, qui est curieux, qui a envie de comprendre ce qui se passe, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaitez interroger ? Alors, ben moi, ce que je fais dans cette pièce que j'ai appelée Empreinte, c'est vraiment cette pensée de la trace, et du rythme et de la vibration qui est en chacun de nous. Donc, j'essaie d'écouter cette résonance-là et d'être au plus près de la respiration que la Terre, en fait, émane, en fait. Donc, j'essaie simplement d'être un entendeur, un écouteur aussi. Et, voilà. Et donc, mon travail est constitué de mots, en fait, de mots et de paroles picturales, simplement. Et donc, le message que j'essaie de véhiculer n'est pas écrit. Donc, c'est un message intérieur. Un message intérieur. Merci, Hyacinthe Ouattara. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu. Le recyclage de vieux ordinateurs, de téléphones portables, imprimantes et bien d'autres gadgets électroniques est désormais une réalité au Rwanda. Environ 15 000 tonnes de ces e-déchets finissent à la décharge chaque année dans le pays. Une société les récupère pour leur donner une seconde vie. Une initiative pour la planète qui crée aussi des emplois. Reportage de notre correspondant Clément Diroma. Au sud du Rwanda, cette usine trie et recycle les déchets électroniques. C'est la seule de ce genre en Afrique de l'Est. Regardez celui-ci par exemple. Il y a des vis ici et de l'or ici. Danny peut désassembler plusieurs dizaines de smartphones par jour. Un travail minutieux. Il faut être prudent, sinon vous risquez d'abîmer certaines parties. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut faire attention. 15 000 tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année dans le pays. Cuivre, or, coltan, des matériaux rares qui ne sont pas réutilisés. Les métaux précieux que vous trouverez ici sont considérés comme des matériaux bruts. Ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres téléphones. Ils ont de la valeur. Il ne faut pas les déposer dans les décharges. Par exemple, il y a des batteries qui contiennent de l'acide. Et cela va se mélanger avec la nourriture qu'on cultive et qu'on mange. Ces smartphones seront ensuite reconditionnés et certaines pièces revendues. L'usine peut aussi extraire le cuivre des vieux fils électriques et même recycler les batteries utilisées pour l'énergie solaire.
L'entreprise dit avoir créé 700 emplois dans le pays, dont 50 dans ce village, à proximité du centre de traitement. J'ai enfin pu payer la scolarité des enfants de ma famille et même acheter des terres, 3 parcelles ici grâce à mon salaire. Je vous le dis, ma vie a vraiment changé. Le Rwanda oriente son économie vers le numérique, en réduisant par exemple les taxes sur l'importation. Pour les autorités, il faut donc redoubler d'efforts pour gérer les déchets. Nous devons continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent l'aspect nocif des appareils et les emmènent à des points de recyclage. Seulement 1/5, soit 3000 tonnes de déchets électroniques sont pour l'instant recyclés au Rwanda. À terme, 10 000 doivent être traités chaque année par cette usine. Avant de nous quitter, cette sortie ciné à vous signaler Ashkal, l'enquête de Tunis. Le réalisateur Youssef Chebbi signe un premier long métrage sombre et mystérieux autour d'une série d'immolations à la frontière du fantastique. 2 policiers enquêtent pour démêler la cause de ces décès étranges au cœur du quartier des Jardins de Carthage. On regarde la bande-annonce. شو قديش الواحد حرق رواح لوجوا على واحد مختل عقليا يحرق في العباد ماهوش يحرق فيهم بيديه يحرض فيهم باش يحرقوا رواح طلعوا كلوطه Et c'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.